bonjour. Bonjour à tous, merci d'être nombreux pour cette table ronde sur l'apport de l'IA pour le développement de nouvelles thérapies. Donc, je suis Stéphanie Kervestin, déléguée générale de l'ARIS, et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde avec 3 intervenants qui vont se présenter. Avant une petite introduction, donc le domaine de la santé connaît une transformation majeure, notamment grâce à l'essor du numérique qui permet de repenser les modes de prise en charge des patients, d'optimiser les parcours de soins et d'identifier de nouvelles molécules. L'intelligence artificielle joue un rôle clé dans ces processus, impactant toute la chaîne de développement des médicaments, depuis l'identification de nouvelles thérapies jusqu'au développement clinique et préclinique. Les gold standards des essais cliniques restent nécessaires, restent le gold standard, mais l'IA permet de les accélérer pour aller délivrer le bon médicament au bon moment, au bon patient. Et pour illustrer, nous avons donc ce panel que je laisse se présenter rapidement et ensuite je vous laisserai faire un petit tour de table. Bonjour à tous, Patrick Méchaka, directeur médical Novartis Europe. Bonjour, Stéphanie Alassonière. Ah, il ne marche pas. Si, ça marche. Il faut vraiment rapprocher alors. Oui, il faut le rapprocher. Bonjour, Stéphanie Alassonière. Je suis professeure de mathématiques appliquées à l'Université Paris-Cité et vice-présidente en charge de l'innovation, du transfert et des partenariats industriels. Et Emmanuel Pham, je suis médecin statisticien de formation et là je suis senior vice-président Science et Customer Experience Europe dans une boîte qui s'appelle Nova In Silico, qui est spécialisée dans les essais in silico. Merci. Alors pour commencer, Patrick, je te passe la parole pour que tu nous expliques l'apport de l'IA vraiment sur tous les aspects, même très précoces, du développement. Bon, on va peut-être commencer par le prix Nobel. Je ne sais pas, pour ceux qui suivent l'actualité, le prix Nobel de chimie est partagé dans 3 personnes. Un groupe de 2 qui travaillent chez Google. C'est une des premières fois que Google a des chercheurs qui ont un prix Nobel. Et donc c'est AlphaFold et c'est la découverte de molécules et surtout de cibles. Donc bon, voilà, leur système est assez impressionnant. En tout cas, moi je l'ai vu, c'est vraiment assez impressionnant. Et le deuxième, c'est un chercheur américain qui a été capable de produire par intelligence artificielle de nouvelles protéines. Donc des protéines qui n'existent pas dans la nature. Maintenant, il faudra évidemment voir avec des fonctionnalités si elles sont stables et ainsi de suite. Mais on voit bien que l'IA est maintenant au cœur du développement de la découverte de molécules, de cibles, mais aussi elle est de plus en plus utilisée dans les modèles en toxico. Vous savez que la toxicologie aujourd'hui, dans le développement des molécules, est faite sur des modèles animaux. C'est de moins en moins à la mode, entre guillemets, et on essaye d'éviter d'utiliser des animaux. Et donc, en toxico, il y a déjà des dossiers d'AMM qui sont à base d'intelligence artificielle. Et puis, dans tout le cycle du développement, si on prend les jumeaux numériques, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui vient et qui se rajoute. Ça ne va pas effacer évidemment l'utilisation classique, mais ça devient un acteur majeur et une utilisation majeure, une technique majeure d'utilisation dans le développement de médicaments. Merci beaucoup. Donc je propose qu'on poursuive avec Emmanuel pour nous présenter l'apport de l'IA dans les modélisations mécanistiques que vous réalisez. Absolument. Alors la modélisation mécanistique, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un gros mot pour quelque chose d'assez simple. Dans toutes les approches, en général, on oublie une chose, c'est toutes les connaissances qui sont publiées. Hein, il y a énormément d'articles, les chercheurs connaissent un certain nombre de choses, et ça n'est pas exploité en règle générale. C'est juste exploité pour générer des hypothèses. Modélisation mécanistique va permettre de mettre tout ça en équation. Hein, et donc, vous allez avoir au niveau cellulaire, par exemple, une cellule cancéreuse, elle va pouvoir se diviser, se reproduire, essaimer, métastaser, etc. Et donc, vous avez des éléments cellulaires, tissulaires, organiques, et au corps entier. Ça, c'est la modélisation. Et une fois qu'on a cette modélisation, on utilise toutes les données disponibles pour ce qu'on appelle calibrer et valider le modèle. Hein. Ce n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et on va faire rapidement. On peut commencer en amont, avant les études cliniques, et c'est le plus gros de notre activité actuellement, optimisation des essais cliniques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, c'est un espèce de bac à sable, hein, on va pouvoir jouer, ça ne coûte pas grand-chose, ça ne met pas des patients à risque, et on va pouvoir estimer que devrait être le meilleur essai. Et donc, en particulier, ça a des côtés économiques pour le laboratoire, mais éthiques pour la population. On va pouvoir sélectionner les bons patients. Dire, c'est eux qui vont bénéficier du traitement.
Et donc, on va ne pas inclure, donc de question éthique, des patients qui ont peu de chances de bénéficier du traitement. Pendant le traitement, pendant l'étude clinique, on va pouvoir aussi avoir des apports, on va pouvoir ajouter des bras de contrôle. Hein, et on entend parler beaucoup du jumeau numérique. Aujourd'hui, on va pouvoir faire, dans l'idéal, on va pouvoir faire les bras de contrôle uniquement synthétiques. C'est très important lorsque vous avez un essai pédiatrique, par exemple. Vous n'avez pas vraiment envie, si vous êtes parent, que votre enfant reçoive du placebo. Il y a un médicament potentiellement utile, votre enfant est gravement atteint. Si vous pouvez avoir la chance d'avoir le traitement, c'est quand même mieux. Et donc, par contre, les autorités ont besoin d'un point de contrôle. Donc, on va pouvoir réaliser ce point de contrôle. Et dernier point, après la mise sur l'autorisation, on va pouvoir encore utiliser ces modélisations pour étendre les utilisations et comprendre, parce que, évidemment, vous êtes tous conscients, on a ce qu'on appelle les remboursements en Europe, par exemple. Et évidemment, la stratégie de l'Allemagne n'est pas la même que celle de la France, n'est pas la même que celle de l'Espagne. Donc, ils ont tous des demandes différentes. Et en fait, il faudrait faire autant d'études, ce qui n'est pas possible pour le laboratoire, que de pays, que de demandes. Et bien là, encore une fois, la simulation va permettre, basée sur l'étude réelle qui a été faite et qui permet de démontrer l'efficacité, d'ajuster les populations, d'ajuster les critères en fonction des pays, en fonction des demandes. Alors, ce n'est pas magique, ça ne marche pas dans tous les cas, et c'est pour ça qu'on a des solutions complémentaires. Parfait. Alors, l'exemple que j'aime bien donner, c'est la mécanique vous permet de dire que vous connaissez l'équation de la gravité. Donc ça, on sait, c'est une équation. Bon. Par contre, l'évolution d'un score cognitif, quand vous avez un patient qui développe une maladie neurodégénérative, il n'y a absolument aucune équation qui va vous permettre de dire c'est exactement comme ça que ça va se passer. Le patient et son score cognitif lui-même évoluent sans une directive chimique, biologique ou mécanique. Par contre, on est capable de mimer la réalité. On est capable de proposer des équations qui vont nous permettre de mimer l'évolution. Et donc ça, évidemment, comme c'est plus du tout mécanistique, on reproduit, on mime la réalité par des équations statistiques. Parce que ce qui va être important, c'est que comme on n'a pas de connaissances sur la littérature, eh bien, il va falloir calibrer ces équations en fonction de données. Donc on recueille de la donnée. À partir de cette donnée, on calibre les modèles. Une fois les modèles calibrés, on est capable de mimer la réalité. L'exemple le plus simple, c'est les courbes de croissance des enfants dans les carnets de santé. Courbe de croissance des enfants dans les carnets de santé, mathématiquement, c'est un log tronqué. J'ai dit un gros mot, mais en fait, c'est une équation avec deux paramètres. Si je prends toute la population, je suis capable de très bien calibrer les équations. À quoi ça va me servir? Ça va me servir à comprendre quelle est la dynamique des populations ou des sous-populations, garçons, filles. Ça va me permettre aussi de comprendre quelle est la variabilité interindividuelle à chaque âge. Et bien, en fait, on est capable de faire ça pour plein d'autres sujets. Les maladies neurodégénératives, par exemple, on est capable de faire ça pour les évolutions des résistances au traitement de cancer, etc., etc. Et on est capable aussi de faire ça sur des choses qui n'ont pas d'équation de manière intrinsèque, des images, des formes, l'évolution de la girification du cerveau, il n'y a pas d'équation. Et donc, par contre, on est capable d'utiliser des équations pour mimer la façon dont le cerveau va évoluer, girification, etc. Et puis, on est capable maintenant, grâce au réseau de neurones, et je suis contente maintenant que... Alors, il n'y a pas de prix Nobel de maths, hein, mais ça, je ne vous dirai pas pourquoi. En tout cas, je ne le sais pas officiellement, mais en tout cas, les raisons sont diverses. En tout cas, les sources de raisons peuvent être diverses. En tout cas, il n'y a pas de prix Nobel de maths, mais la modélisation est derrière chacune des deux prix Nobel qui ont eu cette année. L'IA, c'est la physique et la chimie. Il y a des maths derrière. Et il y a des maths avec des réseaux de neurones. Et en fait, les réseaux de neurones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des équations qui se succèdent, beaucoup plus compliquées qu'une simple petite équation qu'on sait dessiner à la main. Mais mathématiquement, ça n'en reste pas moins une équation qu'on contrôle, partiellement, parfois un peu plus de jour en jour. Et on est capable, avec ces équations très complexes, de mimer des phénomènes encore plus complexes sur lesquels on n'est même pas capable cette fois-ci de poser une équation, la belle équation mathématique que vous voyez de temps en temps. Merci beaucoup. Donc, on va continuer cette tour de table avec des exemples chez Novartis. Alors, chez Novartis, on a quelques exemples. On a un premier exemple en partenariat avec Nova Discovery, où on a été capable, grâce à eux, en tout cas avec eux, de modéliser la maladie cardiaque et d'essayer de prédire, sur la base de cette modélisation, quel va être l'effet d'une molécule sur la mortalité, et ce, avant d'avoir fait les essais cliniques. Donc il y a évidemment des essais de phase 3 qui sont en cours. Et
On verra, donc on aura dans quelques temps le résultat. Est-ce que la modélisation finalement de la maladie cardiovasculaire et de la réduction du risque de mortalité qui a été prédit par les modèles de Nova Discovery se retrouve dans la réalité avec des patients bien réels. On a aussi aujourd'hui, on peut dire, dans toutes les pathologies où on a besoin de surrogate marqueurs. Par exemple, dans les pathologies rénales, globalement, ce qu'on veut éviter, c'est la transplantation. Mais vous imaginez bien que si on doit attendre que l'insuffisance rénale soit suffisamment avancée pour avoir un effet sur éviter de la transplantation, ce qui est souvent les critères de remboursement, ça va être très très lent et ça va être très long et c'est pas possible. Donc, il y a des surrogate marqueurs qui peuvent être la protéinurie, le débit de filtration glomérulaire du rein. Et si on était capable ensuite de modéliser l'impact sur la diminution ou le fait que la transplantation ou l'insuffisance rénale chronique va être retardée d'autant d'années, évidemment, ça a plus de poids dans un dossier de remboursement. Et donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place et sur lesquelles on travaille. Ensuite, au niveau de l'agence européenne, il y a des modélisations qui sont faites souvent entre des populations adultes et une maladie équivalente chez l'enfant, de manière à éviter les essais chez l'enfant. Par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, on sait que les enfants qui ont des insuffisances cardiaques sont très similaires dans leur mécanistique aux patients adultes. On a la capacité aujourd'hui de modéliser cette pathologie et donc d'obtenir des AMM sur la base d'une modélisation. C'est un champ qui est en plein développement. C'est encore assez nouveau. Il y a des agences comme la FDA qui sont plus appétentes et il y a des agences comme l'agence européenne qui le sont un peu moins. Et puis surtout, ça demande beaucoup d'investissement aux agences parce qu'il faut quand même vérifier tout ça, avoir accès au modèle et être capable de vérifier que ce qu'on est en train d'apporter et de mettre sur la table dans nos dossiers de remboursement sont bien valides. Donc voilà déjà 2 exemples, mais il y en a plein d'autres. Et il y en a un avec Stéphanie, par exemple, où on parlait de l'IA dans les maladies neurodégénératives. Alors, un exemple qu'on a développé et transféré dans la société qui s'appelle Kernel, c'est l'anticipation du diagnostic et l'orientation thérapeutique des patients qui souffrent de troubles de la mémoire. Donc, on a créé la clinique du docteur Mémo, qui est en fait une clinique digitale où, si vous avez un proche qui visiblement a des troubles de la mémoire qui sont en train de se développer, vous pouvez, pour cette personne-là, répondre à un questionnaire. À partir de ce questionnaire-là, derrière se cache toute une modélisation comme les courbes de croissance des enfants, où on est capable de dire, en fait, vous êtes dans la normale de votre âge, ou, grosso modo, peut-être un petit coup de fatigue, allez voir un généraliste, mais sans crainte. Ou alors, attention, on vous envoie vers un généraliste un petit peu plus spécialisé, qui est familier des consultations mémoire, ce sont des consultations remboursées par la Sécu, mais qui sont très spécialisées pour essayer de mieux dépister les problèmes liés à la mémoire. Alors, on pense évidemment à Alzheimer, il y a du Parkinson, il y a de la maladie de Huntington, il y a le diabète, il y a la dépression, qui ont aussi des effets sur la mémoire. Donc, à partir de ces modèles-là, on est capable d'orienter de manière très précoce les patients. Et on est capable aussi de dire, écoutez, maintenant, il y a un essai clinique qui arrive. Imaginons Novartis a un essai clinique Alzheimer ou Parkinson en route. Ils vont mettre en place la phase 3. Dans les essais cliniques, si vous avez des patients qui sont peu évolutifs pendant 18 mois de l'essai clinique, vous n'allez déjà pas voir l'effet de la maladie. Donc, voir un effet des médicaments, c'est dérisoire face à l'évolution. Donc, ce patient-là, typiquement, pour le pharma, c'est de la perte d'information. C'est de la perte d'information, c'est de la perte de temps et c'est de la perte d'argent. Alors que quand on est capable de mieux cibler et de dire attention, celui-là par contre, il est dans une phase évolutive, sur votre outcome de l'essai, il y aura sur les 18 mois une vraie différence, on sera capable de voir quand la personne sera traitée, la déviation face à cette courbe théorique et donc l'effet traitement. Donc en fait, tous ces modèles-là, on les a intégrés pour travailler avec les pharma, pour être en capacité d'optimiser les recrutements dans les essais cliniques et mieux cibler les populations qui vont vraiment répondre. Ça a 2 intérêts. L'intérêt premier, c'est qu'en fait, quand on cible les patients mieux au départ, les résultats sont plus pertinents. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrête de dévier dans le temps les essais cliniques qui, même s'ils sont calibrés pour 18 mois, peuvent, parce qu'on n'a toujours pas assez de patients et patients pertinents, se rallonger et durer beaucoup plus longtemps.
Donc en fait, dans cet objectif-là, eh bien, on a été en capacité de proposer un outil pour les pharma et pour les patients pour avoir une optimisation à la fois de la prise en charge, pas du traitement, de la prise en charge et du recrutement dans les essais. Merci. Et j'avais regardé Dr Memo, c'est très simple, vraiment, c'est une belle application. On va passer à toi, Emmanuel, sur finalement cet apport de l'IA dans les essais cliniques. On sait que ça fait un peu peur, en tout cas aux autorités réglementaires. Est-ce que tu as des choses comme ça sur effectivement, est-ce que ça va vraiment tout remplacer? Alors, tout remplacer, évidemment non. Au contraire, ça va magnifier, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de points expérimentaux, mais ça va permettre de gérer la connaissance de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus importante. Encore une fois, comme on le disait, et ça se combine parfaitement avec les approches que propose Stéphanie, ce n'est pas du tout antinomique. Au contraire, c'est complémentaire et nous, très souvent, on fait appel à une partie de modélisation telle que l'a proposé Stéphanie en extension de la mécanistique. Et donc, c'est extrêmement important pour, par exemple, alors nous, cette fois-ci, par contre, optimisation de doses. Et on a un gros programme, par exemple, avec la FDA qui n'est pas très contente des manières actuelles de sélectionner les doses. Ça coûte cher, c'est compliqué, et donc on s'arrête très vite dès qu'on a une dose qui a l'air de marcher, et on est en général loin de la dose optimum, qui peut en plus dépendre de certains patients. Donc nous, on a la possibilité de faire un programme beaucoup plus extensif et de screener plein de choses et de les vérifier de façon réelle. De la même façon, on a la possibilité de faire des transpositions en pédiatrique. Et donc, effectivement, ça marche, puisque, par exemple, on a été capable de prédire des résultats de phase 3 d'une étude, juste pour montrer que ça marchait, et pour rassurer les autorités réglementaires, on a été capable de prédire des résultats de phase 3 sans avoir d'informations spécifiques sur la dite phase 3. Donc, le laboratoire a été très intéressé par les résultats qu'on avait pu proposer. Merci. Pour revenir à toi, Stéphanie, il me semble que tu es quand même une grande avocate des données artificielles, qu'il y a eu même un livre qui a été produit à ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et effectivement comment tu penses que ça va révolutionner et être complémentaire des gold standards? Alors, les données artificielles, je fais attention au vocabulaire que j'utilise. Ça ne fait pas toujours consensus, mais moi, je préfère appeler ça des données artificielles que des données synthétiques. La raison, c'est que la FDA utilise le mot cohorte synthétique pour des cohortes de patients rétrospectifs, donc des vrais patients, mais d'anciens essais cliniques. Si on utilise synthétique, on met le doute, et donc on est un petit peu... Voilà. Donc moi, je préfère artificiel. Donc qu'est-ce que c'est qu'un patient artificiel? Ce n'est pas un patient, en fait. C'est juste une donnée numérique qui pourrait caractériser quelqu'un s'il vivait, mais qui ne correspond à personne. Donc en fait, ce qu'on a proposé dans ce livre blanc, c'est un état de l'art de ce qu'on était capable d'utiliser comme méthodologie pour créer ces patients artificiels. Donc à la fois en mécanistique, à la fois en statistique, je dirais, de ma jeunesse de chercheuse, c'est-à-dire avec des belles équations, et puis côté intelligence artificielle, où là, on est même capable maintenant de créer des patients artificiels, d'augmenter des cohortes avec des petits échantillons. L'intérêt, il est là. Quand dans le domaine médical, vous êtes face à une population de maladies rares, des populations fragiles, des populations ciblées, c'est-à-dire vous avez le cancer du sein, mais le cancer du sein avec telle mutation, et recruter 250 personnes dans un essai clinique dans chaque bras, ça fait 500 personnes, c'est beaucoup. L'idée des patients artificiels, c'est de dire on va compléter un bras contrôle, on ne touche pas au bras traité, parce que le bras traité, c'est ce sur lui, c'est l'inconnu complet. Par contre, le bras contrôle, on connaît, puisque c'est le standard of care, on sait ce qui doit se passer, donc on est capable, à partir d'un petit échantillon, d'augmenter et de mimer la réalité, en tout cas populationnelle, et du coup de ne recruter qu'une cinquantaine de patients contrôle, les 250 traités, donc au lieu de 500, maintenant j'en recrute plus que 300, donc gain de temps, gain d'argent, et je dirais gain d'espoir aussi pour les personnes qui ont moins cet effet nocebo. Ah non, je suis sûre, je suis sous le placebo, donc j'arrête l'essai clinique, je sors de l'essai, ce qui est dramatique pour les pharma. Et donc, avec tout ça, on va être capable de dire, avec les 50, j'en crée 200 supplémentaires, je rééquilibre, et du coup, je fais les puissances statistiques nécessaires pour réussir à prouver l'efficacité du traitement. Alors, ce qui était intéressant quand on a commencé dans le cadre de l'Institut Prairie, donc l'Institut Prairie, c'est un des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle qui maintenant s'appelle IA Cluster. Donc, on a été capable de développer des méthodologies, d'agréger les pharmas avec nous. On avait 2 partenaires privilégiés qui étaient Pfizer et Janssen qui sont rentrés dans l'aventure, avec qui on est en train de faire les POC.
Et avec ça, on a réussi à agréger autour de nous la CNIL, l'HAS, la DGOS, l'AIS. L'AIS a été extrêmement porteuse pour nous. Et tout ça pour dire que tout le monde avait conscience que la techno est prête. Il manque plus que le réglementaire. Et le réglementaire, il va falloir trouver des preuves, un niveau de preuve que nous, mathématiciens, on est capable de fournir. Ça ne nous sert à rien de nous mettre une preuve qu'on ne sera jamais en capacité d'atteindre. Donc, quel est le niveau de preuve qu'il vous faut, vous, réglementaire, pour que vous soyez en capacité d'accepter ce genre de méthodologie? Et donc, le livre blanc était là pour ouvrir justement la porte sur ces questions réglementaires, laisser la main maintenant aux agences et leur dire qu'on était là et qu'on est complètement prêt, à la fois technologiquement et puis à rentrer dans la négociation. Merci beaucoup. Alors du coup, pour une grande entreprise et généralement pour les big pharma, comment ça se passe, l'arrivée de l'IA dans les procédures? Donc déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de partenariats qui sont faits. Pour ceux qui regardent un peu et qui suivent, AlphaFold a maintenant des partenariats à plusieurs centaines de millions de dollars avec des laboratoires pharmaceutiques sur la découverte de molécules. Donc il y a déjà beaucoup de partenariats. Il y a l'utilisation en interne pour d'autres métiers, rien que, on va dire, cibler les bonnes, ou en tout cas être capable d'avoir les bonnes cibles pour communiquer, par exemple, nos données. Et enfin, là où il y a pas mal de difficultés encore aujourd'hui, c'est avec les agences réglementaires, c'est avec les payeurs, parce que c'est des techniques qui sont extrêmement nouvelles et qui sont vues comme trop innovantes, ou en tout cas trop à risque, par rapport aux bénéfices potentiels. Donc là, il y a vraiment un changement de mentalité qu'il va falloir accompagner parce que les agences réglementaires ne veulent pas prendre de risques pour les patients, ce qui est normal, mais il va falloir estimer ce risque. Oui, donc finalement, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que vous êtes prêts, mais comment prendre le risque en fait, d'utiliser l'IA si ce n'est pas reconnu ensuite par les autorités? On est d'accord. Et là où c'est assez étonnant, c'est que dans d'autres, par exemple dans l'aviation, si on prend l'aviation, l'agence d'aviation, eh ben, c'est que de la simulation. Les fusées, c'est que des simulations. On n'envoie pas, on fait pas des essais d'envoi de fusées dans l'espace. Mais en fait, on simule et puis ensuite on envoie. Alors, habituellement, il n'y a pas d'hommes à l'intérieur, voilà. Mais dans les avions, il y a souvent des hommes, en tout cas au moins un pilote. Et donc, il y a beaucoup de simulations qui sont faites, qui fonctionnent et qui sont acceptées par des agences. Donc maintenant, il va falloir qu'on passe le pas avec les agences aujourd'hui du médicament. Merci. Alors, on a quelques minutes d'avance. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? Non? Ah oui, merci. Vous parlez beaucoup des avancées et donc de l'utilisation de l'IA pour le développement des molécules. Mais est-ce qu'il y a des applications ou des limitations ou des maladies où vous voyez l'IA ne pourrait pas être utilisée et ne pourrait pas être appliquée? Toutes les maladies extrêmement rares. À chaque fois, quand on parle, il faut des connaissances sur les pathologies, sur leurs mécanismes ou sur des patients. Quand vous parlez des maladies extrêmement rares où vous allez avoir 4, 5 cas, là, c'est tellement individuel qu'on restera en dehors de ce champ d'application. Et je pense que ça sera vraiment notre limite. Oui. Merci. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez des exemples de molécules sur le marché pour le moment qui ont été développées à l'aide d'IA ou pas? Pas encore. D'accord. Mais ça arrive. D'accord. Et j'avais une autre question. Avec l'utilisation des données des patients, pas synthétiques mais artificielles, est-ce qu'il n'y a pas du coup un risque de manquer au final de données pour entraîner les IA si on commence à utiliser dans les essais cliniques des données artificielles Alors, les données artificielles, ce que je disais, c'est vous ne touchez pas au bras traité, déjà. Le bras contrôle, si c'est un placebo, vous connaissez quelles sont les prévalences de chacun des risques. Un AVC, je sais pas moi, je suis pas du tout médecin, et alors voilà. Donc, mais vous connaissez la prévalence. Si c'est un standard of care, il y a une molécule qui a eu un essai clinique, un essai 3, voire un essai phase 4. Donc, vous connaissez aussi ce qui doit se passer. Donc, quand vous allez recruter les 50, vous savez que les 50, s'il manque, par exemple, il n'y a pas d'AVC, bah vous allez recruter un de plus ou deux de plus, histoire de savoir si là, on aura le trait.
Et on est capable aussi d'abord d'utiliser des données rétrospectives en plus pour aller compléter, et puis surtout d'augmenter des endroits différents les uns des autres. Imaginez dans les 50, j'ai alors une population de mathématiciens et vous avez 15% de femmes. Et vous voulez savoir quand même ce qui va se passer de manière équitable sur les femmes, les hommes. C'est des exemples, mais c'est des exemples qui ne sont pas complètement farfelus parce que des fois, sur certains essais, vous avez des populations ciblées, type des gens qui sont dans une région géographique. Et si vous allez dans la Silicon Valley, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingénieurs. Donc, il y a un biais. Et ben, vous pouvez le compenser. On va augmenter la partie féminine de notre cohorte, plus qu'on augmente la partie masculine. Donc, on est capable de rééquilibrer parce qu'on sait que ce qu'on veut, à la fin, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc, je ne sais pas si on va... moins avoir d'informations. En tout cas, on va quand même utiliser beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis, à partir du moment où les essais cliniques phase 3 sont faits, il y a des phases 4 qui vont venir recompléter l'information. Et encore une fois, lorsqu'il y a suffisamment de connaissances sur la maladie, on a la possibilité, avec un modèle mécanistique, d'enrichir et de compléter la donnée. Donc, c'est-à-dire que le fait d'avoir un patient artificiel, c'est quelque chose qui est facile à utiliser. Parce que la connaissance elle-même, c'est compliqué. Un patient, c'est facile à utiliser. Et donc, ça va faire des patients réalistes, mais qui vont représenter des choses, par exemple, une mutation extrêmement rare, mais qu'on connaît, qui a été bien étudiée, ce qui arrive. Et bien là, c'est tout à fait possible. Il y aura peu de données de base qui vont servir quand même à s'assurer qu'on ne dit pas n'importe quoi. Et il y aura la connaissance qui va permettre de générer un nombre suffisant de patients pour avoir les puissances souhaitées. Merci. Tu voulais interagir ? Non, là aussi où l'IA est en train de se développer dans les essais cliniques, alors je ne sais pas si c'est vraiment l'IA, c'est peut-être à la limite, mais c'est tout ce qui est reconnaissance de langage. Par exemple, aujourd'hui, dans un essai clinique, les docteurs ils doivent rentrer des dizaines de données. C'est extrêmement time-consuming. Et si on avait la capacité juste d'intégrer les comptes rendus qu'ils font, d'avoir un outil qui les lise et qui aille récupérer les bonnes données pour les mettre automatiquement dans des cahiers, on gagnerait énormément de temps, ça coûterait moins cher, voire même sur des cohortes existantes. Vous imaginez bien que les docteurs, ils savent quels sont leurs patients qui ont telle maladie, mais c'est des dossiers archivés qui sont épais comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des dossiers de la PHP. Bon, eh bien, si tous ces dossiers étaient numérisés et ensuite on était capable d'extraire les données et de les mettre dans des cohortes et de créer des cohortes de patients existantes, il y a un savoir et il y a une connaissance qui serait énorme dans l'objectif ensuite de pouvoir enrichir des modèles et donc de pouvoir faire des essais qui soient le plus comparatifs possible. Parce que le vrai problème, c'est le groupe placebo. Le vrai problème, c'est le groupe non traité et de l'avoir le plus propre possible, ressemblant le plus possible à la réalité. Merci. Alors, on a peut-être le temps pour une dernière question avant de passer. Oui. Je n'ai pas utilisé Dr Memo, mais je suis intéressée par cette idée utile. Donc, c'est quelque chose de public et je me demandais, en tant que public, comment est-ce que je peux savoir les données qu'ils ont utilisées pour prendre cet outil. Et en plus de ça, si je suis encore plus intéressée pour comprendre le modèle, est-ce que c'est un peu comme la publication, est-ce que la modélisation c'est public, genre open source, pour pouvoir améliorer, parce qu'à la fin c'est en fait en train d'apprendre cet outil. La réponse, elle est, si vous allez sur le site drmemo.fr, vous allez dans articles et vous allez voir toutes les publications, à la fois les publications de sciences fondamentales, c'est-à-dire de stats, pour être où on a décrit le modèle, montré et prouvé la robustesse du modèle, et à la fois les publications cliniques où on a montré l'efficacité de la prédiction, c'est-à-dire on a regardé par exemple à quel point on était capable de prédire l'état d'un patient Alzheimer et jusqu'à quand. Eh bien en fait on a une précision à 4 ans. Donc à partir du jour où vous avez les premiers scores issus des scores standardisés d'un neurologue, eh bien vous avez une précision sur l'évolution à 4 ans. On a sur d'autres pathologies entre 2 et 4 ans aussi, sur Parkinson, Alzheimer, Huntington, etc. Donc en fait, vous allez voir que tout est clair. Oui, tout est public. La raison est simple, c'est que pour donner confiance aux patients, évidemment, il faut que les choses soient transparentes, qu'on explique la méthode,
qu'on explique comment sont utilisées les données et quelle certitude on a, qu'est-ce qu'on a fait comme test pour savoir à quel point on était fiable. Voilà. C'est... Merci beaucoup. Donc, on aborde un dernier point qui était la place du patient, mais je crois qu'on n'a plus le temps. Non. Mais effectivement, les patients sont toujours au cœur de, de toutes ces procédures, hein, et au cœur de comités, d'accompagnement. Mais on vous remercie tous et on a fini. Merci.